Retour à question d'actualité avec Jean-Philippe Trottier sur les ondes de Radio VM. Alors ça y est, le suspense électoral des 78 jours derniers est derrière nous et l'on sait désormais qui va nous gouverner avec un mandat clairement majoritaire. Plus d'un commentateur a été surpris par l'ampleur de la victoire de Justin Trudeau et le retour en force d'un parti libéral destiné à un plus long purgatoire que prévu. Maintenant, pour le Québec, le retour de la marque Trudeau représente-t-il le retour également de la vision de Pierre Elliott Trudeau, le père de Justin Trudeau? Le point avec Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mes condoléances. Si je connais un peu vos options politiques, je vous offre ma pleine et entière sympathie. Disons que je ne suis pas sorti de cette soirée électorale, le sourire aux lèvres et un sentiment d'enthousiasme à l'esprit. Alors, mais vous avez l'air d'avoir récupéré depuis. Alors, on a un nouveau Premier ministre. Vous parlez de lui comme d'un troubadour dans votre blog du Journal de Montréal. Oui, mais c'est-à-dire que ces dernières années, Justin Trudeau s'est surtout fait connaître sur le style people, pour le dire ainsi. Oui. Rappelez-vous tout ce qu'on savait de lui. On savait que sa conjointe l'appelait Minou. On savait qu'il savait débouler les marches dans un escalier. On savait qu'il était capable de bien boxer. On savait plein de choses de lui et on a cherché à découvrir ces derniers temps le personnage politique. La rumeur veut, à tout le moins c'était l'avis de plusieurs commentateurs, qu'il est surpris positivement lors de cette campagne. Je ne suis pas certain que son leadership soit ce qui est ressorti le plus clairement de la campagne. En tout cas, il était propre. Hein? Oui, c'était une campagne très propre, très correcte. Ce qui est certain, cela dit, c'est que le Parti libéral, contrairement à ce qu'on croit, et on peut tous céder à cette tentation quelquefois, le Parti libéral n'est pas un effet médiatique. Hein. C'est un parti avec de profondes racines dans le pays, avec une tradition, des habitudes qu'il servent, des élites qui y participent, des médias qui lui sont favorables. Alors le NPD, pendant un temps, s'est présenté comme l'alternative au gouvernement Harper, mais dès que cette possibilité d'alternative s'est effritée ou effondrée, eh bien, l'électorat s'est tourné massivement vers Justin Trudeau, ce qui est compréhensible au Canada anglais. Convenons qu'il y avait un élément un peu plus surprenant au Québec. Pourquoi? Le Parti libéral du Canada, depuis Pierre Trudeau, est un parti fondamentalement hostile non seulement au souverainisme, ce qu'on s'en douterait, mais au nationalisme en lui-même, à l'identité québécoise en elle-même. Trudeau détestait tout ce qui était groupe, en fait. Détestait surtout le groupe national québécois, bien franchement. Il n'y en avait pas d'autres ailleurs. Non, mais il n'avait pas la même sévérité, par exemple, envers le nationalisme canadien-anglais. Était-il aussi homogène et aussi articulé? Il croyait qu'on devait s'appuyer sur le nationalisme canadien-anglais, fédéral, disait-il, pour mater le nationalisme québécois. Mais est-ce que ce nationalisme canadien-anglais était aussi profondément ancré que le nationalisme québécois, qui était un nationalisme par défaut? Je crois qu'il faut le tourner autrement, c'est-à-dire je crois que Pierre Elliott Trudeau croyait que le nationalisme québécois en particulier était marqué par une forme de tentation ethnocratique, une dérive autoritaire. Mais ce qui revient à ma question encore une fois, il me semble que le nationalisme canadien-anglais était embryonnaire, donc il pouvait s'appuyer sur quelque chose d'assez faible. Non, mais je suis en désaccord. Je crois que le nationalisme canadien-anglais avait plus de consistance qu'on ne le dit, ou à tout le moins que vous le supposez. Mais moins que le québécois. Ça reste à voir. Oui. Mais je crois que Pierre Trudeau, dans les comment se dire ça, on aurait pu croire que Justin Trudeau aurait pris ses distances d'une manière ou de l'autre avec l'héritage de son père. Ça aurait été possible. Or, parce qu'il n'y a pas de culpabilité héréditaire. Mais il se trouve que l'héritage Trudeau, donc 1982, la Charte des droits, le gouvernement des juges, le multiculturalisme, la négation du Québec, la diabolisation du nationalisme québécois, tout ça, le fils Trudeau l'a repris. Et il y avait pendant longtemps au Québec une forme de méfiance naturelle envers le Parti libéral du Canada, qui était vu comme le parti vers lequel on ne se tournait plus, à tout le moins depuis 1982, depuis le rapatriement unilatéral de la Constitution. Manifestement, l'interdit a sauté lundi. Comment expliquez-vous ça, justement? On a envoyé 40 députés à Ottawa, faut le faire. Malgré tout ce que vous dites, monsieur. Oui, ben justement, je crois qu'on assiste, c'est une analyse que je fais depuis longtemps, à tout le moins les circonstances semblent la confirmer à certains égards, une dénationalisation de la conscience collective au Québec. De plus en plus, les électeurs québécois semblent se comporter comme des électeurs canadiens parmi d'autres, un peu différents peut-être. Je me suis demandé ces derniers temps si le NPD n'aura pas représenté finalement un stade de transition vers la canadianisation de la politique fédérale au Québec. J'entends par là que les Québécois votaient pour un parti fédéraliste en se disant bon, désormais on va participer au système par l'opposition, mais tant qu'à participer au système, pourquoi ne pas y participer de l'intérieur par le pouvoir? C'est ça, voilà, parce que autrement, l'argument contraire, c'est de dire que si on vote nationaliste ou souverainiste, comme vous voudrez, ben on se met en marge du Canada. Oui. Alors là, ou même en votant NPD, on réintégrait le Canada mais par l'opposition. Là, on le réintègre par le pouvoir. Cela dit, ce qui me frappe à travers tout ça, c'est
l'arrogance, je crois que le terme est bon, du Parti libéral dans son retour au pouvoir. Le Parti libéral, qui se voit comme le parti naturel de gouvernement au Canada, croyait et croit encore que le passage de Stephen Harper au pouvoir aurait été un passage temporaire. Hein. Une parenthèse à oublier. Oui, une parenthèse obscure à oublier. Et Justin Trudeau arrive avec un discours de restauration. C'est-à-dire, ça va être le retour au vrai Canada, ouvert, tolérant, multiculturel, diversitaire, onusien et tout le tralala. Alors, il arrive avec un discours de restauration morale, comme si le Canada, qui avait été confisqué depuis 10 ans par une clique conservatrice droitière, eh bien, à laquelle d'ailleurs résistaient les tribunaux, les médias, l'administration publique, les universités, oui. Eh bien là, on assiste à une forme de ressaisie par lui-même du Canada progressiste. Mathieu Bock-Côté, vous avez dit que le Parti libéral du Canada avait des racines profondes dans le Canada. Le Parti conservateur également. Et surtout, c'était la revanche de l'Ouest qui avait été marginalisé depuis tellement d'années. Mais il n'est pas disparu, le Parti conservateur, ne nous trompons pas. Évidemment. Mais il a quand même des racines profondes. Bien sûr. Quand je parlais des racines du Parti libéral, c'est que je disais qu'il, malgré le fait que le NPD le contestait, il cherchait à le remplacer comme parti de gouvernement, ou comme principale force progressiste au pays. Il n'y était pas parvenu parce que le Parti libéral avait des racines. Le Parti conservateur a aussi des racines, c'est évident. Il en a au Québec aussi. Il en a aussi. Curieux. Mais ce qui est particulier, c'est que le Parti conservateur réussit à percer au Québec lorsqu'il devient un parti nationaliste pour les Québécois. C'est arrivé d'une certaine manière, avec Diefenbaker, parce que, même s'il était un nationaliste pan-canadien, parce que Duplessis l'avait soutenu. C'est arrivé aussi avec Mulroney, c'est le moins qu'on puisse dire, qui, lui, voulait s'ouvrir au nationalisme québécois. C'est un autre conservatisme que celui de Harper. Oui, mais ça fait partie des nombreux visages conservatisme canadiens. Et depuis, le Parti conservateur au Québec n'a comme appui que les éléments clairement droite conservatrice fédéraliste. Appelons ça Gérard Deltel et compagnie. Il y en a. Il n'en manque pas, donc il a été capable d'augmenter sa députation. Mais l'enjeu à venir pour le Parti conservateur dans les élections, dans la course à la chefferie qui viendrait inévitablement, ça va être de réconcilier cette coalition assez élargie quand même entre d'un côté les vieux conservateurs de l'Atlantique, les progressistes conservateurs qui existent encore, les vieux Tories de l'Ontario, les libertariens, les néoconservateurs et la droite religieuse et les régionalistes de l'Ouest, un certain nationalisme québécois. Le Parti conservateur va devoir se trouver un point d'équilibre. Il l'avait trouvé avec Stephen Harper. Sera-t-il capable d'en trouver un nouveau? Revenons à Justin Trudeau, Mathieu Bock-Côté. Vous en parlez, je rappelle, comme un troubadour. On ne sait pas trop ce qu'il a derrière le beau sourire. Il doit avoir quelque chose forcément, mais il a eu la sagesse, en tout cas, de bien s'entourer quand même. Ah ben ça c'est le principe d'institution qui a parlé. Hein. Ça c'est très très juste observation que vous faites, c'est-à-dire avec l'appui des anciens leaders libéraux, il nous montrait finalement je ne suis pas seul. Finalement je ne suis pas un jeune homme égaré dans la vie politique. Voilà. Regardez qui me soutient. Je suis l'héritier d'une longue tradition d'hommes d'État ou de grands gouvernants. Et de ce point de vue, il a bien joué ses cartes. Je crois que sa meilleure carte dans la campagne, en fait, ça aurait été cette espèce de mise sous tutelle volontaire de sa campagne derrière les grands chefs historiques du Parti libéral. Hein. C'était bien joué. Il devra désormais s'en émanciper. Probablement. Est-ce qu'on peut imaginer, Mathieu, qu'il est un genre de cardinal Richelieu, un Mazarin, une éminence grise derrière lui qui va à tout le moins pour la première ou les 2 premières années de son règne, lui dire va à gauche, va à droite, père, regardez-vous à gauche, père, regardez-vous à droite, vous savez, comme disait il y a 8 siècles. C'est ce qu'on appelle normalement un chef de cabinet. C'est-à-dire, il y avait une différence assez intéressante, il y aura une différence assez intéressante à noter entre Harper et Trudeau. Stephen Harper était fondamentalement, pour le meilleur et pour le pire, un idéologue. C'est-à-dire, il s'était engagé en politique en fonction d'une philosophie politique, d'une idéologie politique, et au pouvoir, il gouvernait en fonction de ce programme. Donc, il ne s'agissait pas simplement de se maintenir au pouvoir pour lui-même. Il avait un objectif, des promesses à tenir et tout ça. C'est vrai. Il avait un programme en tant que tel, et de ce point de vue, il s'attendait à ce qu'autour de lui, on serve son programme. Je ne suis pas certain, pour le dire poliment, que Justin Trudeau ait la même profondeur politique. De ce point de vue, il aura certainement besoin d'un chef de cabinet pesant, d'un conseiller influent, d'une figure qui incarnera probablement une meilleure connaissance de l'État qu'il n'en a. Exact. Parce que c'est une chose importante que la connaissance de l'État lorsqu'on veut le réorienter. De l'autre côté, l'État canadien, l'administration fédérale est normalement libérale. Donc, disons que je devine que dans bien les ministères, on a dit enfin lorsqu'on a vu Trudeau réélu, pas réélu, excusez-moi, élu.
Alors ça, est-ce que ça va probablement faciliter l'adaptation au nouveau poste? En lisant un peu les journaux ce matin, Mathieu Bock-Côté, j'ai une intuition, peut-être qu'elle est infondée comme tout, que Justin Trudeau, il me fait penser à Zapatero, qui était le chef de gouvernement espagnol de 2004 à 2011. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, c'est presque le même âge, une belle gueule, ils vont faire plaisir à beaucoup de monde. C'est une comparaison très intéressante, parce que c'est la première tentation, c'est de le classer parmi les Obama, les David Cameron, c'est-à-dire appelons ça les politiciens qui plaisent médiatiquement. Tony Blair aussi. Je crois que Cameron n'est pas, il est raide. La comparaison a été faite néanmoins, ne serait-ce que par le charme de l'épouse et ainsi de suite. Ça, voilà. Mais Zapatero, la comparaison est très bonne parce que voilà par ailleurs, Zapatero voulait réorienter le progressisme espagnol sur des questions sociétales plutôt que sur des questions économiques. Le Parti libéral du Canada, on entend dire quelquefois, ce n'est pas un parti de gauche. Tout dépend de ce qu'on entend par parti de gauche. Ce n'est pas un parti socialiste, évidemment. À l'européenne, non. Mais c'est un parti qui, sur les grandes questions sociétales de notre époque, et de gauche, est très marqué à gauche et notez quelques-unes de ses promesses. Sur la question du cannabis, sur la question aussi de l'abolition de la loi C-24, la loi qui permettait de déchoir de leur citoyenneté les doubles nationaux qui trahissaient le Canada ou qui entraient en dissidence terroriste. On a vu sa position sur le niqab. À la différence de Tom Mulcair, il n'a pas été défini par sa position sur le niqab dans la campagne. Ça a été sa grande force. C'est-à-dire, il ne s'est pas laissé définir par cette position. Donc, on voit où il s'oriente. C'est le Canada de la charte. Le Canada, comme j'aime dire, de 82. C'est le Canada du multiculturalisme. Et même en politique étrangère. Notez la première chose qu'il a fait, c'est très important. Lorsque Justin Trudeau dit, nous cessons les frappes contre l'État islamique. C'est une rupture explicite avec la politique étrangère des conservateurs qui se définissait pour une forme de patriotisme militaire. Justement, Mathieu Bock-Côté, sous Pierre Trudeau, le Canada avait continué cette tradition d'une Suède ou d'une Suisse de l'Amérique du Nord, pacifiste, intermédiaire entre plusieurs puissances, etc., qui allait parler avec Castro, qui allait reconnaître la Chine en 73 avec Mao, etc. Est-ce que le fils, qui va d'ailleurs aller à la conférence de Paris sur le climat, il doit aller au G20 à Ankara en Turquie bientôt, il doit aller à la conférence sur le Commonwealth dans les îles Maldives, tout ça dans les prochains mois. Est-ce que la dynastie Trudeau est davantage à l'aise en politique étrangère parce qu'il représente le Canada de façon très avantageuse? Je corrigerai, si vous me permettez votre analyse, lorsque vous dites Trudeau avait poursuivi une tradition. Trudeau poursuit, si on parle de tradition, il poursuit la politique de Pearson, c'est-à-dire le Canada. Mais le Canada est déjà commencé par Mackenzie King. Mais la politique étrangère du Canada historiquement, est une politique d'alignement, je dirais, sur l'anglosphère. C'est-à-dire, quand on pense... Oui, mais entre les États-Unis et l'Angleterre. Oui, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire, dépendamment où se trouve la capitale de l'Empire, qu'il s'agisse de Londres ou de Washington, il y a un alignement naturel du Canada, surtout d'un certain Canada anglais, sur l'anglosphère. Trudeau marque, héritier de Pearson, mais il va radicaliser ça, marque une rupture. C'est-à-dire, il veut autonomiser la politique étrangère du Canada, de Père Trudeau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut se détacher de Washington et de Londres. Il faut s'aligner sur les Nations Unies. Le Canada, ça correspond donc par ailleurs... Le multilatéralisme. Oui, et ça correspond à une certaine idée du Canada comme idéal moral. C'est-à-dire, le Canada n'est plus seulement un pays, c'est le laboratoire progressiste désiré par l'humanité mondialisée. Alors que Stephen Harper a fait perdre beaucoup de plumes au Canada en politique étrangère, en s'alignant unilatéralement sur Israël, quel que soit ce qui se passait là-bas, et en vexant beaucoup d'autres pays, notamment au niveau de l'environnement. Est-ce que Trudeau va revenir à redonner une vertu au Canada? Je crois que c'est ce qu'il veut. Je dirais que le Parti conservateur, de son point de vue, je dis pas que c'est le mien, mais de son point de vue, ne faisait pas perdre de pouvoir au Canada. Il le déprenait peu à peu d'une espèce de mythe, d'idéal toxique qui était celui du Canada parfait citoyen onusien. Parfait citoyen global onusien. Il voulait redonner au Canada une puissance d'action militaire. Il voulait que le patriotisme canadien soit pas simplement un patriotisme appelons ça du modèle social canadien, mais aussi Canada fier ou attaché à ses racines britanniques, redécouvrant une politique étrangère qui serait davantage alignée sur les pays occidentaux que sur les commandements onusiens. Une politique de la force plutôt qu'une politique de la vertu. C'est une bonne manière de distinguer les choses. Pour le simplifier, je crois que c'est une bonne manière de dire les choses. Les conservateurs voulaient une politique où le Canada
agira en son propre nom et pas simplement à la manière d'une région sous autorité morale onusienne. Voilà. Bon, je crois que le jeune Trudeau, Justin Trudeau, lui, veut revenir à la philosophie de son père, d'un Canada qui trouve son autonomie politique à travers l'adhésion à un modèle onusien, le Canada comme modèle dans la lutte contre les changements climatiques, dans la lutte contre les inégalités, dans le règlement pacifique des conflits, dans la citoyenneté casque bleu. Donc ça, on va c'est pas sans raison que le Justin Trudeau a marqué dès le lendemain de son élection sa différence avec les conservateurs en politique étrangère. Quelques mots sur le Bloc québécois, Mathieu Bock-Côté. Alors, c'est une défaite sans aucun doute. Ce n'est pas une humiliation pour une fois. Plusieurs, au début de la campagne, croyaient que le Bloc n'aurait tout simplement aucun siège. Hein, c'est-à-dire, on croyait que l'agonie allait se terminer avec une forme de dernier souffle lors de cette campagne. La question du niqab a permis au Bloc de ressurgir. Pas seulement la question du niqab, en fait, la déception plus largement par rapport au NPD quand on s'est rendu compte qu'il n'était pas le vecteur du nationalisme québécois. Donc 10 députés. On lui en aurait souhaité 12. 12, ça aurait été un groupe parlementaire officiel. Avec 10 députés, je crois que la question qui se pose pour le Bloc est la suivante. Est-ce que le Bloc va, fidèle en cela à la tradition qui était la sienne, vouloir jouer à l'équipe parlementaire idéale dans le parlementarisme canadien? Vous savez, les députés du Bloc qui se faisaient une fierté d'être de si bons députés canadiens à la Chambre des communes. La conscience morale. Oui, tout à fait. Et la conscience presque... Et ils l'ont bien fait d'ailleurs. Oui, mais est-ce que c'est le rôle du Bloc ou est-ce qu'à 10 députés du Bloc, le rôle ne devrait pas être de rappeler fondamentalement la différence québécoise, d'être des témoins vivants et audible de l'idéal d'indépendance à la Chambre des communes plutôt que des députés parmi d'autres dans le parlementarisme canadien? Me semble-t-il que le Bloc va devoir réviser sa mission et assumer clairement ce qu'on pourrait appeler son rôle de trublion indépendantiste dans le Parlement fédéral. Dernière question, Mathieu Bock-Côté. Bon, les résultats électoraux ont surpris tout le monde. En premier lieu, les experts, n'est-ce pas, et les sondagistes. Comme d'habitude. Comme d'habitude, n'est-ce pas? Avez-vous été surpris, vous? Vous êtes un expert ou pas? Je prétends pas être un expert. Mais non, je suis... ma surprise, c'est moins... Comment je pourrais dire ça? Au début de la campagne, je croyais qu'il était possible que le Parti libéral soit confirmé dans son statut de tiers-parti. Ça m'apparaissait possible. À un moment donné, on a compris que le transfert de vote s'opérait vers les libéraux. Ce qui m'a surpris, ou peut-être est-ce que c'est ce qui m'a déçu, je ne sais pas, c'est de voir des Québécois francophones se rallier significativement au Parti libéral du Canada. Ma surprise, elle est là. Elle est dans l'espèce de perte de mémoire politique des Québécois francophones lors de cette élection. Comme vous l'avez écrit à la fin de votre blog, le peuple québécois n'a manifestement pas de mémoire politique. C'est à se demander s'il a encore un instinct de vie. Mathieu Bock-Côté Dixit. Oui, c'est une question qu'il m'arrive de me poser, c'est-à-dire le peuple québécois est pris dans un régime politique qui lui est étranger, qui le canadianise mentalement, qui est en train de le dénationaliser en profondeur, et je crains toujours que nous arrivions au moment où nous basculerons, où le fait que nous ne serons plus que des Québécois par les Corses, mais des Canadiens en profondeur. Des Corses? Comme en Non, France? par les Corses. Ah. Des Québécois passer par la Corse. Des Québécois d'écorce, mais des Canadiens de substance. Ce serait une triste nouvelle. Elle n'est pas inimaginable. Je pense à la Corse qui voulait aussi se séparer de la France. Non, c'est un autre destin. C'est un autre destin. En tout cas, ça fera de très belles chroniques de votre part à l'avenir. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Au grand plaisir.